Bonsoir à tous, les titres de l'actualité de ce vendredi 23 juin. En cette période qui fleure les vacances, les travaux de la cale d'accostage du nouveau bac faisant la liaison entre Saint-Laurent et Albina ont débuté ce matin. Ils devraient s'achever d'ici la fin de l'année. On en parle dans notre journal. Pour la première fois, une formation était proposée aux professionnels de la maintenance afin d'obtenir une habilitation pour intervenir sur les véhicules électriques. Elle vient de se terminer à la Chambre de métiers de l'artisanat de Cayenne. L'une de nos équipes était sur place. Et puis c'est la fête des pêcheurs aujourd'hui et demain, une manifestation organisée par le comité régional des pêches, le CNRS et VVF Guyane. L'objectif, mettre en lumière le rôle des pêcheurs guyanais dans la protection du milieu marin. Les travaux de la cale d'accostage du nouveau bac faisant la liaison entre Saint-Laurent et Albina ont débuté ce matin côté surinamais. Ils devraient s'achever d'ici la fin de l'année et permettre une meilleure connexion entre la Guyane et le Suriname. Le reportage de Pierre Tréfou. Comme un symbole de reconnexion entre les deux pays, le ministre du Transport et du Tourisme du Suriname, avec l'ambassadeur de France, pose la première pierre de la cale d'accostage du nouveau bac. Je pense que c'est un grand pas en avant en termes d'échanges et d'export, mais aussi pour le tourisme. Beaucoup de Guyanais viennent au Suriname. Donc je pense que cette connexion est primordiale pour nos deux pays et va s'améliorer. Ce n'est pas seulement pour une question de transport, mais c'est aussi une question de développement pour les deux communautés. Un chantier qui a pris du retard, dû au Covid notamment. Les entreprises hollandaises qui étaient en charge des travaux ont dû quitter le territoire suite à la pandémie. Aujourd'hui, c'est une entreprise surinamaise qui a pris le relais. Nous avons dû réorganiser certaines administrations, mais aussi à cause du Covid, nous avons pris du retard et avons dû revoir notre organisation. Mais maintenant que le Covid n'est plus un problème, nous pouvons dès à présent travailler plus rapidement et terminer la construction de la berge. Le gros défi qui s'oppose aujourd'hui au Suriname est de tenir les délais de construction de la cale d'accostage pour la mise en service du nouveau bac au début de l'année prochaine. Si on ne termine pas les travaux avant la fin de l'année, on risque de perdre le bénéfice de ces fonds européens. Cela étant dit, les partenaires côté Suriname nous ont encore donné aujourd'hui la garantie et la certitude que les travaux seront menés tambour battant pour être livrés dans les délais requis. C'est ce que nous espérons tous, parce que c'est un outil dont nous avons en effet besoin. Un nouveau bac dont la capacité est 3 fois celle de l'ancien, permettant d'augmenter ainsi les échanges entre les deux pays. Toute la partie économique avec les transports que nous avons en camion et les personnes qui se déplacent pour le tourisme, eh bien, il y en aura beaucoup plus puisqu'on a le même nombre de rotations mais avec 3 fois plus de capacité. Donc c'est un développement économique renforcé qui est attendu par la mise en place de nouveaux bacs Malani. Pour un coût total de 2 millions d'euros, les travaux sont financés dans le cadre du programme de coopération entre la France et le Suriname, avec pour objectif de meilleurs échanges pour une meilleure entente entre les deux pays. Et dans le même temps, le personnel d'Air France est en grève. Il demande des embauches locales pour pallier le manque de personnel. Une grève illimitée qui n'a pas perturbé le programme de vol de la compagnie. Le reportage de Serge Massot et Séfiane Dei. Ce matin, impossible pour cette cliente de se renseigner pour partir en voyage. L'agence Air France du Larivot fermée, avec 100% du personnel en grève et 95% du personnel à l'aéroport. Les agents dénoncent les sous-effectifs et le recours trop fréquent à la sous-traitance. On utilise beaucoup la main-d'œuvre extérieure sur 18 mois, parce que ce sont des contrats qui sont définis de la sorte. Et au bout de 18 mois, ces jeunes Guyanais qui espéraient intégrer la compagnie sont jetés. Et on recommence avec d'autres. Donc depuis des années, ça continue. Et parallèlement à ça, vous avez un effectif qui se réduit par les départs en retraite qui ne sont pas remplacés et que la direction comble ces départs par l'utilisation massive de cette main-d'œuvre extérieure. Alors nous, on dit que ça suffit. Maintenant, on veut des embauches locales. La direction régionale d'Air France, basée en Guadeloupe, est mise en cause, sourde à leurs conditions de travail dégradées. Ils ont vraiment un regard dédaigneux sur les Guyanais. En tout cas, nous le voyons comme ça. Ils ne daignent pas nous prendre contact avec nous. Ils ne daignent pas nous répondre. Ils ne daignent pas venir nous voir. C'est du mépris clair et net.
Le programme de vol du jour n'a pas été perturbé. Ce n'était pas le but des grévistes, mais de lancer un avertissement à leur direction régionale à quelques heures du début des grandes vacances. Si nous n'avons pas aujourd'hui de réponse, ni demain, etc., nous continuerons le mouvement, puisque le but, c'est aussi de s'asseoir autour d'une table et d'avoir de vraies réponses. Le but, ça n'a jamais été de pourrir, le but, ce n'est pas de bloquer, mais si nous n'avons pas de réponse, vous voyez, mes collègues derrière, ils sont déterminés. Vous avez 100% de grévistes, vous avez des gens qui n'avaient jamais grévé de leur vie et qui font grève aujourd'hui parce qu'ils sont totalement à bout. La grève pourrait être reconduite demain, samedi. Et restons dans le domaine du voyage puisque des passagers devant se rendre en Martinique se retrouvent bloqués à l'aéroport Félix Éboué. Jeudi, ils devaient repartir sur l'île, mais l'aéroport Aimé Césaire de Fort-de-France était fermé en raison du passage de la tempête tropicale Brett. Et ce vendredi, ils se retrouvent sans information. Quelques témoignages recueillis par Serge Massot. Aujourd'hui, on retourne puisqu'on nous a dit qu'il y aurait un vol identique à celui d'hier, on serait sur ce vol-là. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de vol. Et donc aujourd'hui, c'est le point d'interrogation. On ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir. Je veux bien qu'il y ait une grève parce qu'aujourd'hui, on nous apprend qu'il y ait une grève. Je suis d'accord qu'il y ait une grève. Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et qu'est-ce qu'on vous propose là maintenant pour repartir chez vous aux Antilles ? Absolument rien, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé un autre interlocuteur. Elle nous a dit seulement qu'elle ne peut pas nous dire davantage. Ils ne nous ont pas dit quel jour je dois revenir pour trouver une issue pour pouvoir voyager. Cette question à présent, comment désenclaver, développer les liaisons entre les Antilles et la Guyane, voire la Caraïbe, peut-être avec ces avions conçus par la société Mauboussin Aviation, pionnière de l'aviation écologique. Présent au Salon du Bourget, Mauboussin Aviation a signé un partenariat avec le CREFORM, le Conseil représentatif des Français d'outre-mer, dans sa trajectoire de défense des intérêts des ultramarins. Écoutons les deux protagonistes de ce partenariat au micro de Francis Gibrien et Denis Rousseau-Caplan. On peut se poser presque partout, pas besoin de longues pistes en dur, etc. Donc on a aussi pas d'artificialisation des sols pour le cas où on créerait des nouvelles infrastructures sur des petites îles ou au fond de la forêt. On pourrait faire un déforestage minimum pour créer une zone d'accès, tout en ayant la capacité à voler vite et loin. C'est ça ce qui nous distingue par rapport à la concurrence en termes de performance. Le CREFORM use de ses relations privilégiées avec les collectivités et leurs représentants pour leur dire qu'il faut qu'ils adhèrent à cette démarche en leur apportant un financement direct ou via la garantie d'emprunt qui permettra à l'entreprise de pouvoir lever des fonds soit auprès des banques, soit auprès de la BPI, voire, aussi l'AFD, qui sont autant de partenaires financiers qui pourraient permettre la réalisation opérationnelle du projet. Parlons maintenant de Chantal Berthelot qui a reçu l'agrément pour devenir la présidente directrice générale de la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement public, et ce sur décision ministérielle. Décision donc de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, est annoncée aujourd'hui. Prévu le 15 juin dernier, le dernier vol d'Ariane 5 a été reporté en raison d'une anomalie. Il s'agira du 117e vol de la fusée européenne après 27 ans de service. Le tir est prévu le 4 juillet prochain. Tout savoir sur ce tir avec notre site internet guyanelapremière.fr. On ne peut pas encore parler d'un engouement pour les véhicules électriques en Guyane. Le marché représente 1,5% des ventes de voitures neuves, mais les professionnels de l'automobile s'y préparent. Pour la première fois sur notre territoire, une formation était proposée aux professionnels de la maintenance et de l'entretien afin d'obtenir une habilitation pour intervenir sur ces véhicules spécifiques. Elle vient de se terminer à la Chambre de métier et de l'artisanat de Cayenne. Le reportage de Véronique Nison et Franck Fernandez. Sous le carbet du centre de formation, une dizaine de professionnels, réparateurs et garagistes s'affairent à repérer les dangers de la voiture électrique. La formation, dispensée sur 2 jours, leur permet d'obtenir une habilitation obligatoire pour intervenir sur ce genre de véhicule. Que ce soit un dépannage ou un entretien, des précautions sont à prendre. Vous allez attendre que le voilure s'éteigne. La voiture sera en veille, comme ça on ne va pas lui mettre de défaut. Au niveau des réparations, il va falloir considérer ce risque électrique avant de commencer à travailler sur ces véhicules. Et là, ce que je suis en train de faire aux stagiaires, c'est de mettre en sécurité
consigner le véhicule avant de commencer à travailler sur le véhicule électrique ou hybride. Là, j'ai du courant. Et t'as combien ? Eh ben, j'ai le maxi là qui est de... Les travaux pratiques nécessitent gants et masques de protection. Tour à tour, les professionnels apprennent à repérer, quel que soit le modèle de véhicule, le moyen de couper le courant. On est quand même sur un véhicule électrique où il y a un gros voltage, du style 400 volts. Si on fait une mauvaise manipulation ou quoi, il y a des risques de s'électrocuter. Alors le véhicule électrique, pas du tout compliqué, mais c'est très 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 sérieux à prendre au sérieux parce que c'est très important de savoir comment travailler pour la sécurité en fait pour nous. Le marché des voitures électriques reste balbutiant sur le territoire avec moins de 400 véhicules. Et puis il y a tout ce qui reste à mettre en place. Okay. Il va falloir mailler le territoire en bornes de recharge rapide, sachant que le principal quand même c'est de mettre une borne à la maison. Il faut qu'on se prépare aussi, on a du temps, mais on va se préparer pour le recyclage des déchets parce que la batterie c'est quand même un vrai sujet, donc on doit le traiter à l'amont. Il faut également qu'on fasse des usines de réparation de batteries ici pour ne pas avoir l'obligation de les renvoyer dans l'Hexagone pour les réparer. Le Conseil de l'Union européenne a acté la fin des petites voitures thermiques neuves en 2035. D'ici là, c'est l'ensemble des professions qui touchent le monde de l'automobile qui va devoir s'adapter. Je vous le disais en titre, c'est la fête des pêcheurs aujourd'hui et demain, une manifestation organisée par le comité régional des pêches, le CNRS et le WWF Guyane. L'objectif est de mettre en lumière le rôle des pêcheurs guyanais dans la protection du milieu marin. Ce matin, l'équipe était au marché de Cayenne pour sensibiliser le public à ce métier, pêcheurs ou armateurs, mais aussi comprendre leurs difficultés. Jocelyne Elgouache et Martial Grit. Au marché de Cayenne, un stand tenu par le comité régional des pêches et l'association environnementale WWF invite les citoyens à s'intéresser au rôle des pêcheurs dans la protection du milieu marin. Des méthodes de pêche adaptées comme ce dispositif empêchant les captures de tortues marines. Mais les temps sont durs pour la profession. Ça, c'est notre plus gros problème, c'est la pêche illégale. Donc, deuxièmement, il y a les problèmes des matelots. Il y a des bateaux qui n'arrivent pas à prendre la mer, il faut des matelots. Et la régularisation des matelots qui sont là déjà, donc c'est un problème, mais on est en train de régler ça. Donc bon, on attend des jours meilleurs. Depuis plusieurs années, les pêcheurs guyanais se sont associés au WWF pour limiter l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins, les sentinelles de la mer. Les pêcheurs en Guyane sont particulièrement impliqués dans la mise en place de mesures concrètes pour limiter leur impact sur les populations de tortues marines et de dauphins. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de valoriser aujourd'hui. C'est ce rôle de veilleur des mers que les pêcheurs professionnels en Guyane assument très facilement. Malgré les actions des pêcheurs, le pillage de la ressource se voit sur les étals des poissonniers. Le poisson se fait de plus en plus rare en Guyane. Gervin a de moins en moins d'espèces à proposer à ses clients. C'est très difficile. C'est très difficile pour trouver des poissons. Et ça devient de plus en plus cher aussi. Et puis en termes de pêcheurs, les pêcheurs augmentent le prix. Je ne sais pas pourquoi, mais les pêcheurs augmentent le prix. Peut-être le réchauffement climatique, peut-être la pêche illégale, peut-être aussi les pêcheurs n'ont pas eu le droit d'aller plus loin pour aller récupérer les poissons. Parce que les poissons vont de plus en plus loin à cause du réchauffement climatique. Les poissons allaient de plus en plus loin. Mais il faut donner la chance aux pêcheurs d'aller plus loin pour pêcher les poissons. Le secteur est en crise. Les vendeurs clandestins exercent une concurrence déloyale avec des prix inférieurs aux vendeurs et pêcheurs déclarés. En ce jour de la fête des pêcheurs, la profession reste en souffrance, continuant malgré tout à s'impliquer dans la protection des espèces marines. Et demain, vous pourrez rencontrer les pêcheurs au Family Plaza de 8h à 15h. Direction la Guadeloupe à présent, où la pédagogie devient une alternative aux poursuites judiciaires. Des stages de citoyenneté écolo sont désormais proposés aux personnes majeures ayant commis des délits dans les domaines de l'environnement. 2 jours de formation entièrement financés par le justiciable pour le sensibiliser aux conséquences de ces actes. Le reportage de nos confrères sur place. Armés de coutelas, ces hommes participent à l'entretien d'une zone de reboisement de la forêt marécageuse aux Abîmes. C'est un arbre qui pousse dans des endroits très humides ou encore inondés. Un stage de sensibilisation à l'écologie de 2 jours pour des justiciables mis en cause pour des infractions à l'encontre du Code de l'environnement. C'est juste une voiture que j'ai laissée devant chez moi, puis je vais au sans rouler, puis
crois que c'est la procédure. Ils ont enlevé la voiture et puis je l'ai récupérée et puis j'ai été condamné. On a des personnes qui vont utiliser de la peinture anti-fouling, on a des personnes qui vont abandonner, comme j'en ai vu malheureusement sur la route, des véhicules hors d'usage, des épaves en fait sur le bord de la route. Ça peut être des gens qui vont faire de la pêche interdite. Ce stage de citoyenneté a deux objectifs principaux, faire prendre conscience aux stagiaires de l'importance du respect de l'environnement et développer une réponse pénale orientée vers la pédagogie et éviter la récidive en insistant sur les sanctions encourues. Si certains estiment que ce qu'ils ont commis n'est pas très grave, l'intérêt, je le crois, de ce stage sera de leur montrer que si, ça l'est. En revanche, le fait que ce soit dans une alternative aux poursuites, ça montre aussi qu'on est capable de poursuivre avec discernement et qu'on ne tape pas à bras raccourcis sur le premier venu, mais qu'au contraire, on essaye de proportionnaliser et d'adapter nos réponses pénales. Coût du stage de 180 à 300 € financé par le stagiaire. Au terme de ce parcours de sensibilisation, les infracteurs semblent mieux saisir la législation et les enjeux de la protection de l'environnement. On doit être sensibilisé à l'environnement un peu dans tout. Si il y a toujours une sévérité quelque part, je ne me sens pas coupable de quelque chose, mais je participe entièrement. Alternative aux poursuites pénales, ces stages sont pilotés par le SCJE, le service du contrôle judiciaire et d'enquête, qui prévoit également des stages pour les personnes morales. Retour en Guyane, où se procurer le matériel pour les enfants en situation de handicap relève parfois du parcours du combattant. Dans certains cas, la sécurité sociale ne rembourse qu'une toute petite partie de l'équipement. Ainsi, une famille modeste de Makouria a attendu 2 ans avant d'avoir un déambulateur adapté à son fils de 10 ans en situation de handicap suite à un cancer. C'est le fruit de la mobilisation de l'association Awono Layana qui accompagne les malades du cancer. Le reportage de Laurent Marot et Clotilde Séraphin-Georges. Pas après pas, Loïc marche vers un début d'autonomie. Depuis 3 mois, il se déplace seul grâce à un déambulateur adapté à sa situation de handicap, résultat d'un cancer du cerveau quand il était bébé. Avant, c'était très difficile avec Loïc. Donc, à chaque fois, je le tenais dans ma main, donc dans mes bras, pour le faire marcher. C'était très difficile, ou même un risque de chuter. Donc, avec l'arrivée de l'ambulateur, eh bien, ça change beaucoup de choses. Loïc attendait ce déambulateur de longue date. Pas évident pour cette famille modeste de débourser 500 € pour acheter cet équipement très peu remboursé par la sécurité sociale. L'an dernier, le père et le fils se rendent à la journée récréative de l'association Awono Layana. On a vu ce papa arriver avec son enfant dans ses bras. Et on avait aussi le docteur Fèvre qui est chargé du service en pédiatrie et qui est pédiatre. Il nous disait, Madame Fatassi, il faudrait faire quelque chose pour cet enfant. Ça fait 2 ans qu'on attend, on n'arrive pas et il faut faire quelque chose. Et nous, on s'est dit tout simplement, ce n'est pas possible de voir Loïc dans les bras de son père. Non, il y a quelque chose à faire. L'association trouve des mécènes pour acheter l'appareil et le faire venir en Guyane. Loïc apprend à s'en servir à l'Institut d'éducation motrice de Roura, qui l'accueille 3 fois par semaine. On a pas mal d'actions pour les enfants et pour les femmes et pour les hommes. Nous sommes complètement dans les missions d'Awono Layana, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie au quotidien de toutes les personnes touchées par le cancer. Depuis qu'il marche seul, Loïc fait d'autres progrès. Il cherche par exemple à s'habiller lui-même, constate son père. Prochain objectif pour l'équipe d'Awono Layana, obtenir sa scolarisation à domicile. Restons dans le domaine de la santé. Le don d'organes doit être discuté au sein des familles. C'est l'objet d'une sensibilisation en ce moment au centre socio et culturel de Roura. Les équipes de coordination des dons d'organes du centre hospitalier de Cayenne ont ainsi pu échanger avec le public pour lancer la réflexion. On écoute la réaction d'une participante, Nicole Jean-Marie Gomez-Caldas. Elle est au micro de Clotilde Séraphin-Georges. Oui, pour moi, ça me paraît important parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment. On ne connaît pas les conditions, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. C'est vrai que moi, je me suis basée surtout sur des films que j'ai vus et qui m'avaient touchée. Et sur une personne qui avait eu dans ce film, qui avait eu un accident et qui avait fait don à plusieurs personnes. Et ça avait donné, effectivement, ça avait redonné la vie à beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que souvent, ici en tout cas, en Guyane, on n'en parle pas beaucoup. Pour moi, en tout cas, ça me permettra de passer le pas, mais je pense que j'ai déjà passé. Mais je pense que c'est certaines informations, ça peut peut-être lever des freins
et puis peut-être lever aussi des peurs ou le mythe qu'on se fait du don d'organes. Voilà. Allez, place au sport maintenant. Ce vendredi matin à Paris a lieu la présentation du parcours de la flamme olympique. Je rappelle que les Jeux auront lieu en France l'an prochain. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, a effectué cette présentation qui met en valeur les Outre-mer. Flamme olympique qui passera en Guyane. Pascal Gentil, double médaillé olympique de taekwondo, revient sur cette présentation. Le symbole qu'évoque la flamme pour lui et les sportifs d'Outre-mer toujours prêts à décrocher des médailles. On l'écoute. La flamme olympique, c'est quelque chose qui peut inspirer, qui peut susciter des vocations, qui peut donner envie aux jeunes de pratiquer. Et j'espère qu'autour de cette flamme, il va y avoir des activités physiques, des activités culturelles et vraiment donner un nouvel élan à ces jeunes qui souvent se sentent un petit peu délaissés et pas écoutés. On a ces sportifs d'outre-mer qui sont des fers de lance. Il y a plein de sportifs de très haut niveau, je ne vais pas tous les citer. On a Teddy Riner évidemment. Et ces sportifs d'outre-mer, ces ultramarins sont respectés et reconnus dans le monde entier. Regardez, dans ma discipline, le taekwondo, il y avait Pascal Gentil, Michael Boreau, 2 Antillais de la Martinique qui faisaient trembler le monde du taekwondo en catégorie poids lourd. Donc c'est quand même assez remarquable. Ce rendez-vous maintenant, ne pas louper, le boxeur guyanais Leonardo Mosquera défend son titre de champion de France des lourds légers. Ce sera demain à Bron. Il affrontera le redoutable Marseillais John-Frank Mendy. Le combat est à suivre en direct sur GuyanaLaPremière.fr à 17h30 avec notre partenaire Punch Time TV. Hisser la Guyane au rang mondial d'excellence, où en est-on ? Eh bien, c'est le thème de l'émission Place Publique présentée par Patrick Clark en direct demain en radio à 8h10. Son invité, Gabriel Serville, le président de la collectivité territoriale de Guyane. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'actualité demain matin en radio. Quant à nous, rendez-vous 19h. Très belle soirée à tous sur La Première. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.